marché à la maison pourtant. Pourquoi je ne vois pas vos réponses? Attendez, je quitte. Ah ouais, non, ça c'est mon PowerPoint. Qu'est-ce qu'elle raconte? Est-ce que c'est une fibrillation? Ah ouais, je crois pas que tu l'aies synchronisé. Ah. Partage-moi tes connaissances. Au-dessus de la validation. Ah ouais, ok. Bon bah super, vous avez trouvé. À mon humble avis, fibrillation atriale. Très bien. Alors maintenant, deuxième question. Bon, on va un peu galérer parce que... Voilà. Quelle prise en charge immédiate recommandez-vous? Vous êtes aux urgences, hein, je vous rappelle. Elle a 80 ans, elle a des palpitations donc depuis 3 jours. Ok, donc vous hésitez entre on ralentit par la fréquence cardiaque par bisoprolol et le contrôle du rythme par amiodarone. La bonne réponse, c'est on ralentit la fréquence cardiaque dans un premier temps, donc par du bisoprolol. Ok. Hop. Et on passe à... Ah, on va refaire le point après, pourquoi. Quel examen complémentaire vous prescrivez? Donc c'est de la fibrillation atriale, on la ralentit par bisoprolol. Bon, ça mérite un peu de perfectionnement. Vous pouvez pas voter? Ça, vous pouvez voter ou pas? Ok, bon. Du coup, les examens complémentaires pour la fibrillation atriale, on fait un ionogramme, ok, une TSH, une créatinine, pour voir après pour le traitement anticoagulant, mais on va en reparler. Donc maintenant, on va calculer son score de Chadvask. Je vous laisse le calculer. Donc pour rappel, je vous ai remis, elle était diabétique, hypertendue. Elle a de l'artériopathie obtérante des membres inférieurs et elle n'a pas d'autres antécédents. Elle avait une FE qui était normale. Et à l'examen clinique, elle présente des signes d'insuffisance cardiaque. Ouais. Hop. C'était bien 6 la réponse. On va revoir ensemble. Bon, désolée, je suis obligée de switcher parce que je voulais le mettre sur mon téléphone, mais avec mon téléphone, je ne peux pas activer le look-up. Bon. Donc la fibrillation atriale, donc, que vous connaissez très bien. Donc on va reprendre un peu de la définition. Donc c'est un trouble du rythme supraventriculaire, ok, c'est le trouble du rythme supraventriculaire le plus fréquent, c'est environ 10% après l'âge de 80 ans. Donc qu'est-ce qui se passe au niveau de nos oreillettes? Donc on a une activité anarchique de foyers qui se mettent tous à dépolariser au niveau de notre oreillette. Généralement, donc, toutes ces contractions, ces foyers peuvent dépolariser entre 400 et 600 par minute, mais heureusement, on a notre nœud AV qui filtre ces dépolarisations, ces influx. Donc c'est pour ça qu'on ne va jamais, heureusement, à ce niveau-là, sinon on serait mal décédé. On parle de fibrillation atriale quand elle est au moins continue sur 30 secondes. Okay. Les 4 classifications donc, que vous connaissez très bien, donc c'est les 4 P, le moyen mnémotechnique, donc par le premier épisode, quand c'est la FA et pas classable, paroxystique, donc quand elle s'est réduite spontanément ou par des manœuvres médicamenteuses ou le choc électrique externe, donc on a fait une cardioversion en moins de 7 jours.
persistante, donc c'est quand c'est plus de 7 jours, et permanente ou chronique, souvent chez les personnes âgées, on dit qu'on tolère la FA. Donc c'est quand il y a eu un échec de ces cardioversions ou qu'on ne veut pas tout simplement la cardioverser parce qu'on sait que ça ne fonctionnera pas. Dans l'urgence, donc je vous ai remis un petit algorithme parce que souvent c'est pas très clair. Si la FA elle est mal tolérée, par mal tolérée, on entend choc cardiogénique, que ça provoque de l'angor, que ça aboutit donc, de façon très rare sur une perte de connaissance qui pourrait après évoluer vers un arrêt cardiaque. Là, on est dans l'urgence, on s'en fiche de savoir si la durée de la FA, si elle est moins de 24 ou 48 heures, on s'en fiche de savoir si elle est anticoagulée ou pas, on est dans l'urgence, c'est mal toléré, donc là, on peut choquer la patiente. Okay. Ou lui faire de l'amiodarone IV, mais si c'est vraiment mal toléré, on va la choquer. Sinon, est-ce qu'il faut la réduire ou la ralentir? Il ne faut pas confondre le ralentissement de l'AFA avec les traitements bradycardisants qui sont en première intention des bêta-bloquants s'il n'y a pas d'insuffisance cardiaque, puis la digoxine s'il y en a une, ou verapamine et dithiazène, les inhibiteurs calciques bradycardisants. Donc ça, c'est dans le cas où on ne peut pas cardioverser l'AFA. Okay. Sinon, on la cardioverse, donc à ce moment-là, on peut utiliser des antiarythmiques ou le choc. Comment savoir? Est-ce que je vais opter pour un contrôle du rythme, donc faire une cardioversion, ce qui a été à droite, ou est-ce que je vais opter pour un ralentissement? Comment on sait? Vous avez hésité, là il y avait 50 et 30. Comment on sait? Donc là on n'est pas dans le cadre de l'urgence, donc c'est par rapport à la date de la FA et ou si le patient est anticoagulé. Si la FA, elle date de moins de 48 heures, même 24 heures maintenant dans les recos ESC de 2024, donc pour le CN, voilà, j'ai mis 24, 48 heures parce que dans le collège c'était 48, mais si la FA, elle date de moins de 48 heures ou que le patient est déjà sous anticoagulant plus de 3 semaines, on peut faire une cardioversion. Pourquoi? On a peur de quoi? Que s'il y a un thrombus dans l'auricule, si on fait la cardioversion, ce thrombus il peut emboliser, provoquer des AVC. Pas d'embolie pulmonaire, des AVC, j'avais déjà eu ça en stage. On est dans la circulation gauche. Donc là, on est OK pour faire la cardioversion. Sinon, si le patient n'est pas anticoagulé ou qu'elle date de plus de 24 à 48 heures ou tout simplement qu'on ne sait pas, dans ce cas-là, on ne peut pas faire de stratégie de contrôle du rythme, on ne peut pas faire de cardioversion, on va la ralentir. Pour ralentir, je vous ai dit, les traitements bradycardisants. Si on veut quand même la cardioverser parce que les traitements ralentisseurs n'ont pas permis un retour en rythme sinusal, on pourra faire une cardioversion, mais dans ce cas-là, il faut attendre 3 semaines d'anticoagulation curative, puis après on pourra la faire une cardioversion soit médicamenteuse, soit par choc. Si on est pressé, que par exemple le patient il est hospitalisé en cardiologie, on a ralenti par bêta-bloquant, mais au bout de 2-3 jours c'est toujours le cas, il est en décompensation cardiaque, bon, on est un peu embêté, on peut se dire on lui fait une ETO, comme ça on vérifie qu'il n'y a pas de thrombus dans l'auricule et on peut le cardioverser. Ça va, c'est clair pour vous ça? Super. Je vous ai remis les recos, au cas où si vous ne me croyez pas pour 24 heures. Voilà. Ouais. Anticoagulant. Hop. Donc son score de Schadl-Vasc, vous l'avez fait avant. Donc je vous l'ai remis dans les nouvelles. Donc il y a des nouvelles recos qui sont parues à l'ESC en 2024. Donc du coup, on ne parle plus du score de Schadl-Vasc, mais du score de Schadl-Va, où on a enlevé le sexe. Voilà. Dans votre collège, pour l'instant, ils mettent encore Schadl-Vasc, vu qu'il était avant 2024. Donc à moins qu'il y ait une nouvelle version qui sort d'ici là, pour votre CN, c'est sûr que ce sera mis à jour, je pense. En tout cas, c'est exactement pareil. Le score de Schadl-Va ou score de Schadl-Vasc, c'est pareil. Le C, donc c'est toujours pour s'il y a une décompensation cardiaque, d'accord. Le H, c'est pour l'hypertension. Le A, c'est pour l'âge. Donc quand elle a plus de 75 ans,
on prend 2 points. Quand on est entre 65 et 74, on prend 1 point. Le diabète, s'il y a eu un événement d'AVC ou d'accident ischémique transitoire. Les pathologies vasculaires, donc attention, il y a tout ce qui est coronarien, mais il y a aussi l'artériopathie oblitérante des membres inférieurs, ou si le patient a eu un geste au niveau de l'aorte. Voilà, donc pour le score de Chadvask, c'est 1 pour tout le monde. Dans le score de Chadvask, attention, pour la femme, c'est 2, parce qu'il y a le sexe qui est mis automatiquement. Donc une fois qu'on a, si notre patient, donc en numéro 1, donc, après, on anticoagule, en numéro 2, donc, si notre patient est revenu en rythme sinusal, dans ces cas-là, on veut maintenir un rythme sinusal. Donc on va mettre des antiarythmiques. D'accord ? Si par exemple, on a toléré la FA par chez une personne âgée ou on n'a pas eu un retour en rythme sinusal, là je vous parle du traitement au long cours, on ne mettra pas d'antiarythmique puisqu'elle est toujours en FA, ça n'a pas de sens. Vous êtes d'accord avec moi ? Par contre, si elle est revenue en rythme sinusal, donc on veut maintenir un rythme sinusal, donc on met des antiarythmiques. S'il n'y a pas de cardiopathie, on mettra en première intention de la flécaïne ou bien du sotalol. S'il y a une cardiopathie ischémique sans dysfonction VG, on mettra du sotalol ou de la dronédarone, mais ça c'est moins utilisé. S'il y a de l'insuffisance cardiaque, dans ces cas-là, ou une F altérée, on mettra de la cordarone. Et il y aura aussi le traitement de l'insuffisance cardiaque, le bêta-bloquant, qui permettra aussi de maintenir un rythme sinusal. Je vous ai remis la petite classification des traitements antiarythmiques. Vous aurez le PowerPoint normalement. Donc voilà, donc on a vu le traitement en urgence de notre patient qui est aux urgences. Est-ce qu'elle est en choc, bien tolérée, oui ou pas? Est-ce qu'elle est anticoagulée? Est-ce qu'elle est datable, oui ou pas? Est-ce que je contrôle mon rythme? Est-ce que je fais une cardioversion? Maintenant aussi, après tout ça, donc là on est dans le long cours, on peut discuter de l'ablation de la fibrillation atriale. Donc l'ablation de la fibrillation atriale, c'est quoi? On va au bloc opératoire, le rythmologue, il va griller tout autour des veines pulmonaires parce qu'on sait que c'est là où les foyers de FA partent. On va induire une nécrose pour enlever les foyers, arrêter les foyers ectopiques qui déchargent de la fibrillation atriale. Donc les indications actuelles, je vous les ai remis, donc ça marche très bien. Surtout pour donc, la FA paroxystique ou la FA focale. Okay, on a 95-70% de succès. Dans la FA persistante, ça ne marche pas trop. On va vraiment le faire si le patient est très symptomatique et qu'il y a eu un échec des antiarythmiques. Et bien sûr, voilà, il y avait un petit sujet sur est-ce qu'on continue ou pas les anticos après ablation. C'est suivant le score de Chadvask. Okay. Dans certains cas, on peut aller jusqu'à fermer l'auricule quand il y a des contre-indications au traitement anticoagulant au long cours. Voilà, un patient par exemple qui a un cancer, qui a un saignement actif, qui a de la fibrillation atriale, qu'on ne peut pas anticoaguler. Là, on discutera au cas par cas d'aller fermer l'auricule. Okay. Alors, on va se remettre sur le WhoOClap. Hop. Attendez. Ah, vous êtes trop rapide, vous avez déjà répondu. Je suis vraiment pas douée, désolée. Ok. Très bien, très bien. Je vois que vous savez. C'est facile celui-là. Ouais. En dents de scie, ceux qui ne l'avaient pas. On va le voir. Donc le flotteur, c'est quoi? Donc c'est une macro-réentrée aussi. Ça peut se faire, donc ça peut arriver soit dans l'oreillette droite, soit dans l'oreillette gauche. Classiquement, c'est dans l'oreillette droite, ok.
On dit qu'on parle de flotteur commun parce qu'il y a assez souvent un foyer qui est entre la jonction entre la veine cave inférieure et la valve tricuspide, okay. Donc qui va décharger et il va y avoir une réentrée permanente. Donc c'est pour ça qu'on va avoir des lignes de flotteurs sans retourne à la ligne isoélectrique parce que ça revient permanent en toit d'usine. Okay. Et on va avoir toujours, heureusement, notre nœud qui va filtrer la dépolarisation, soit en 2 pour 1, soit en 3 pour 1. C'est une condition qui sera variable. Voilà, le risque embolique, il est le même que pour celui de la FA. On comprend bien, nos oreillettes, il y a une contraction toujours irrégulière et toujours non incomplète, en fait. Donc on anticoagule et là l'ablation marche très 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 bien parce qu'en fait, comme je vous ai dit, souvent on parle de flotteur commun quand le foyer est dans l'isthme cavo-tricuspide. Donc du coup on va directement ablater, enlever ce foyer, le griller. Donc on a un très bon, il y a beaucoup de succès suite à l'ablation, c'est 95%. Voilà. Alors on se remet sur le WOOC là. Donc Madame A qui a 20 ans, donc qui consulte pour des palpitations. Donc elles sont à début et fin brutales. Elle a aussi réussi à les stopper quand elle s'est mise rapidement accroupie. Quel est votre diagnostic et que voyez-vous sur cet électrocardiogramme? Je sais pas pourquoi des fois ça ne fonctionne pas, j'ai l'impression. Ah ouais. C'est beau. Alors, qu'est-ce qu'on a comme réponse? TJ, très bien. Dysfonction sinusale. Delta. Je sais pas. JSP, c'est je sais pas. TJ, TV. Ah bon? TJ, sous-décalage ST. Maladie de Bouvray, ouais. Potentiel orthostatique, non. Potentiel orthostatique, c'est pas ça. Hein. Pas parce qu'elle s'est mise accroupie, c'est l'hypotentiel orthostatique. Bon, d'accord. On va en parler. Ok. Donc, effectivement, en première intention, on peut penser à la maladie de Bouvray. Pourquoi? Donc là, si on doit interpréter cet électrocardiogramme, donc on a une tachycardie qui est régulière, AQRS fin, vous êtes d'accord avec moi? Qu'est-ce qui vous a fait penser à une TJ? Est-ce qu'il y a eu beaucoup de réponses sur la TJ qui veut me dire pourquoi? Ouais. Sur sur la clinique, palpitation, jeune, début fin brutal, très bien, ça s'est diminué en se mettant accroupi, on pense avec la manœuvre vagale. Et sur l'électrocardiogramme, qu'est-ce qui vous fait penser à une... Ouais. Ouais. Attends, pardon. Non, il n'y a pas d'onde delta. Ouais. Attends, toi, t'as déjà... Ouais. Ouais, très bien. Donc, P rétrograde, tout le monde la voit ou pas? Là, sur le D2 long en bas, vous voyez, on voit très bien ici, là, dans le segment ST, qu'il y a une petite déflexion là, négative. Et en fait, c'est l'onde P. Vous voyez? Donc, très bien. Donc, c'est une tachycardie qui est régulière à QRS fin. Et on voit très bien. Donc, on essaye de rechercher donc, dans les tachys supraventriculaires si on voit l'onde P. Et là, on la voit dans l'onde, dans le segment ST en fait. Hop. Donc, quelle prise en charge immédiate recommandez-vous? Imaginons qu'on n'avait pas vu cette onde P par exemple, c'est pas grave. Mais on voit qu'on a une tachycardie qui est régulière à QRS fin.
dans le doute, si on veut savoir ce que c'est, il va falloir voir un peu, ralentir pour voir un peu notre activité atriale, qu'est-ce qui se cache en dessous. Donc qu'est-ce qu'on peut faire dans ces cas-là? Donc très bien, on peut faire donc des manœuvres vagales, on va en parler. Dans un premier temps, donc là elle est jeune, elle a 20 ans, effectivement on va plutôt juste tout simplement essayer de faire des manœuvres vagales, donc la manœuvre de Valsalva ou un massage sino-carotidien. Si ça ne fonctionne pas, mais c'est pas faux de l'avoir mis, hein, on peut faire aussi immédiatement, on va administrer de l'adénosine en IVD, okay, le crénosin ou la striadine. L'atropine, c'est un petit piège. L'adénosine, l'atropine. Bon, voilà, il y en a qui en a deux. Un, c'est tout. Pour la ralentir, pour inhiber le nœud atrial et voir quel rythme se cache en dessous. Bon, je vais en reparler. On met pas de. Il y a 4 personnes qui m'ont dit inhibiteur calcique bradycardisant. Non, pas dans un premier temps. Dans un premier temps, manœuvre vagale ou adénosine. Si ça ne fonctionne pas, on pourra après faire des inhibiteurs calciques bradycardisants. Hop. Donc voilà, ça on en a parlé. Ah oui, on va enchaîner. Donc là par contre, je vous ai mis... Oula, on allait trop loin. Ah, vous aviez ça comme ECG? Ah ok, voilà. Donc ça c'est son ECG après réduction. Ah, mince. Désolée. Je m'améliorerai pour les prochains cours, je ferai tout de suite. Ouais, pourquoi? Ouais, la fameuse, il y a quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on voit d'autre sur cette ECG? Non, je crois pas. Attends, je me remets dessus. Non, on voit bien là les ondes P, tac, 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 tac. Qu'est-ce qui caractérise encore le Wolff-Parkinson-White? Donc on a l'onde delta. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Quelqu'un? Un PR qui est court. D'accord, le PR court et l'onde delta. Ici, tu vois, et vous voyez la souris? Ouais. Vous voyez là, le QRS, il est élargi et on voit ici, normalement, la ligne R, la première déflexion, elle est très verticale. Là, on voit bien que l'amplitude, elle est augmentée. Vous la voyez ou pas? Le QRS, là, on voit très bien aussi. Ça, c'est l'onde delta. Je vais refaire un petit aparté après. 40 ans après, Madame A, donc elle n'a pas été suivie, elle part dans la nature. Et 40 ans après, elle reconsulte et on a cette ECG. Alors, dans le contexte, on sait qu'elle a un Wolff-Parkinson-White. Je n'ai pas encore vu la bonne réponse. TV, FV... Allez, est-ce que quelqu'un me le sort ou pas? Vous avez déjà fait normalement ça. Le CG, vous l'avez fait? Oui, il y a longtemps, mais... C'était pas écrit. Bon, c'est bien, on revoit ensemble. Super Wolf, ouais, trop bien, Super Wolf. Donc je vais vous expliquer. On va reprendre le cours. Alors, on va faire un point sur la TJ, ok? Donc, il y a 2 mécanismes
faut avoir en tête, moi j'avais du mal à comprendre un peu quand j'étais à votre place, alors je vais essayer de bien résumer. Donc, premier mécanisme, il y a une ré-rentrée au niveau du nœud atrioventriculaire. Ça, c'est la maladie de Bouvray. C'est une ré-rentrée intranodale. Ça, c'est bénin, c'est assez fréquent. Ok. Souvent, on met pas de traitement. Si besoin, on pourra mettre un peu de traitement anti-arythmique. Et si vraiment il tolère très mal, on pourra faire une ablation. Et faire une ablation. Souvent, on leur apprend les manœuvres vagales. Et en fait, après, les patients au domicile, ils savent très bien, ils reconnaissent leur Bouvray, ils ont des palpitations, ils font les manœuvres vagales et ça se... Après, il y a une deuxième étiologie, donc c'est la réentrée se fait par une voie accessoire. Si cette voie accessoire est un faisceau de Kent, on parle du Wolff-Parkinson-White. Souvent, donc ça c'est beaucoup plus rare, c'est 0,04% de la population, donc c'est vraiment plus rare. Ça peut être asymptomatique et en fait le pronostic va surtout être guidé par la perméabilité du vaisseau, je vais vous expliquer. C'est ça qui va signer la gravité, et ça on va le voir avec l'exploration électrophysiologique. Donc on commence avec la première cause de TJ, quand on a une ré-rentrée intranodale. Donc en fait, tout se passe au niveau de notre nœud. Dans certains cas, chez une partie de la population, il y a une dualité nodale. Donc qu'est-ce qui se passe? Donc là, il y a mon influx qui part, donc mon nœud sinusal, j'ai mon influx qui passe. Il arrive au niveau du nœud AV et il y a deux voies. Il y a une voie qui conduit lentement et une voie qui conduit rapidement. Ok. Si jamais, donc voilà, ça passe. Si jamais j'ai une extrasystole, ma voie qui conduit, de base, mon rythme, mon influx est passé normalement, du coup dans ma voie rapide. Du coup, ma voie rapide, elle est en période réfractaire. Si j'ai une extrasystole qui arrive, ma voie lente, elle sera perméable en fait. Donc, ça va passer. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que ça passe, et au moment où ça devrait passer ici après pour délivrer au ventricule, et ben en fait, la voie rapide, elle est redevenue perméable. Et donc, hop, ça repart. Et donc après, ça crée la boucle incessante. C'est clair ou pas? Non? Ok, je refais. Alors, on a notre influx qui est parti de notre nœud sinusal, il arrive au niveau de notre nœud atrioventriculaire. Chez certains patients, il y a une dualité nodale, il y a deux voies dans le nœud. Une voie rapide, une voie lente. Mon influx, il passe normalement, hop, il dépolarise mon ventricule. Un QRS fin, c'est normal. Si j'ai une extrasystole qui tombe au même moment où du coup ma voie rapide elle est en période réfractaire parce que mon rythme il est passé normalement. J'ai une extrasystole qui arrive, ma voie lente elle n'est pas réfractaire elle parce que mon influx de base il est passé par ma voie rapide. Donc du coup il passe dans la voie lente. Au moment d'arriver ici, ma voie rapide, elle est redevenue perméable. Donc, hop, ça repasse dans le nœud et ça tourne après en boucle. Ça revient dépolariser mon oreillette, du coup, par en dessous. Donc, c'est pour ça qu'on a des ondes P négatives rétrogrades. Et ça, l'influx revient, hop, et ça revient toujours la même chose. Donc ça, c'est une réentrée intranodale. Non, parce qu'en fait, tu as ton influx de base qui est passé normalement, il y a hop, une extrasystole qui est arrivée et ça se passe au sein du nœud, ça descend même pas ça descend même pas au niveau des ventricules. Tout a lieu au niveau du nœud. L'extrasystole, elle arrive, hop, elle réactive, si vous voulez, le nœud atrioventriculaire. C'est mon influx de base. Il y a une extrasystole, ça a tourné dans le nœud et hop, ça continue. Et maintenant, ça rentre et ça dépolarise. C'est incessant jusqu'à ce qu'on bloque le nœud, en fait. On ralentit la perméabilité du nœud AV. Et pour ça, manœuvre vagale ou adénosine triphosphate. On va le bloquer. On va lui dire, hop, stop, arrête-toi, on le bloque. Du coup, sur le CG, ça peut faire une pause. Ça a arrêté, ça a cassé
cette rérentrée. Et donc là, on a notre rythme normal. L'autre possibilité, je vous avais mis le schéma, rérentrée intranodale. L'autre possibilité, c'est qu'on ait une voie accessoire. Donc, c'est le même principe, il va y avoir une rérentrée, sauf que cette fois-ci, on n'a pas de dualité nodale. Notre nœud, il est normal, il n'y a qu'une voie rapide classique. Mais par contre, on a une autre voie accessoire. Donc, comment ça se passe ? Ma dépolarisation, elle suit son cours, elle passe par le nœud AV, ça dépolarise mes ventricules, donc mon QRS, il est fin. Et en fait, qu'est-ce qui se passe ? Ça repasse, par exemple, on va dire que la voie accessoire, elle est ici, tac. Ça redépolarise et en fait, ça revient ici, au niveau de la voie accessoire, redépolariser les oreillettes. Donc pareil, ça revient après, hop, et on continue. Ça refait une boucle, un cycle, mais cette fois-ci via la voie accessoire. Ok ? Et comme de base, c'est passé par la voie normale, ici, tac, 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 bah, mon QRS, il est fin. Donc en fait, je ne peux pas voir quand j'ai mon phénomène de rérentrée par ma voie accessoire, quand c'est une tachycardie supraventriculaire, mon QRS il reste fin. On ne peut pas savoir si c'est une voie accessoire ou si c'est une rérentrée. Comment on va savoir ? Quand on aura arrêté la TSV et qu'on verra l'aspect de nos QRS. Pourquoi on aura des QRS ? Je ne sais pas si je l'ai mis. Non. Pourquoi on a l'onde delta ? En fait, quand ça va de manière... Maintenant, on n'est plus dans les tachys supraventriculaires, juste sur une voie accessoire. Donc, il y a plusieurs voies accessoires. La classique qu'on vous apprend dans les livres, c'est quand il y a le faisceau de Kent, ici. Et donc, du coup, quand ça va dépolariser mon ventricule, ça va passer par la voie classique, plus par la voie du faisceau de Kent. Et donc, du coup, il va y avoir deux influx. Comme vous savez que quand ça ne passe pas par le nœud, ça va directement dans le myocarde, donc au niveau des myocytes. Et on se souvient, au niveau du myocarde, les cellules, c'est des cellules sodiques. Okay, donc c'est une dépolarisation qui est plus lente que les cellules nodales, qui sont les cellules calciques. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça dans la physiologie. Ouais, ok. Donc du coup, la dépolarisation des cellules myocardiques, elle est plus lente qu'au niveau nodal. Donc en fait, tout simplement, le QRS sera plus élargi parce que la dépolarisation, elle est plus lente. Et en fait, c'est la fusion de la voie classique plus de la voie par le faisceau accessoire qui fait qu'on a une onde delta rapide, on a une préexcitation. Il y a l'influx qui arrive, mais comme la voie accessoire, elle est plus rapide, elle dépolarise un peu en premier. Mais comme c'est plus lent parce que ça passe directement par les ventricules, c'est plus large. Puis ça fusionne avec le QRS normal, c'est pour ça qu'on a une onde delta. Bon, si c'est pas clair, vous me revenez me voir à la fin. Petite astuce pour savoir après, est-ce que c'est, mais ça c'est peut-être un peu complexe pour vous, on va peut-être accélérer, si c'est dualité nodale ou si c'est voie accessoire. On comprend très bien que quand ça tourne au sein d'une EAV, la dépolarisation des oreillettes, elle va être courte parce qu'on est juste en dessous des oreillettes. Donc le RP', il sera court. Par contre, si ça doit passer par le nœud, faire tout petit circuit, puis remonter, puis dépolariser les oreillettes, là, ce sera un peu plus long. Donc le RP', il est plus long. Voilà, petite astuce. Bon, les questions, on les fera à la fin parce que sinon, on va être un petit peu en retard. Allez. La 10.
Donc très bien, c'est une TV et non une FV ou une torsade. Pourquoi? Donc on a une tachycardie. À peu près à combien là? Hein? Ouais, à peu près. À peu près. C'est très rapide. Hein? Donc c'est une tachy régulière à QRS large. Okay. Donc jusqu'à preuve du contraire, c'est une TV. Après, il y a d'autres causes de tachy régulière à QRS large. Par exemple, si j'ai un bloc, tout simplement, on peut avoir des QRS larges. Le contexte va nous aider. Si c'est sur un terrain de cardiopathie, si c'est déjà un bloc connu ou pas. Après, on a un algorithme. Comment on peut savoir si c'est vraiment une TV? On recherche s'il y a des complexes de capture ou de fusion, ou s'il y a une dissociation. Ça, c'est pathognomonique. Ou après, on a un algorithme. Donc, soit on peut faire l'algorithme de Verikay ou l'algorithme de Brugada. Ça, je vous inviterai à regarder. Je les ai pas repris là, mais si vous voulez regarder, qui globalement regarde plusieurs choses. Si j'ai une onde positive en AVR, ça veut dire que mon influx il part du bas, donc du ventricule, pour aller dépolariser. Donc on sera vers l'AVR, donc ce sera positif. Donc ça, c'est en faveur d'une TV. On peut aussi regarder donc l'intervalle entre l'onde Q et l'onde R. Si c'est supérieur à 40 millisecondes, c'est en faveur d'une TV parce que c'est lent aussi, comme je vous ai dit, là, au niveau des myocytes. La conduction, elle est plus lente. Si c'est une TV que ça part des ventricules, ce sera plus lent. Et si on n'a pas de discordance appropriée, si on a une concordance du coup dans tous nos territoires de V1 à V6, c'est aussi en faveur d'une TV. Voilà. Après ça, c'est des algorithmes un peu précis. Je pense qu'après c'est un peu pointu pour vous. Mais retenez, tachy régulière à QRS large, c'est une TV jusqu'à preuve du contraire. On regarde s'il y a une capture, s'il y a une fusion, s'il y a une dissociation atrioventriculaire. C'est une TV. Si ça tombe, ce sera ça. On fait un peu à la fin, vas-y. C'est quand tout d'un coup, donc t'as ta TV, ton EAV, il va capter un influx sinusal. Voilà, donc tout d'un coup, tu auras un QRS normal dans ta TV. C'est un moment où ce ne sera pas réfractaire. Donc ça veut vraiment dire que ça part des ventricules, ça dépolarise vers le bas, mais il y a un moment où ce n'est pas en période réfractaire et il y a un tourne sinusal qui a réussi à dépolariser de façon normale. Donc ça, il y a une capture. Fusion, c'est quand il y a une fusion entre un rythme sinusal et le rythme qui part des ventricules, ça s'est fusionné les deux ont lieu en même temps. Donc c'est plus élargi, voilà. Ouais, plutôt. Et ça? Donc je vois torsade, FV, flotteur. Alors, qu'est-ce qu'on voit? On voit initialement là mon QRS. Exactement. Un QT qui est très long. Il n'y a pas besoin de compter là. On voit, vous voyez la distance là. Une extrasystole et bim, ça part en torsade de pointe avec du coup le changement d'axe. On le voit très bien ici. Là, j'ai des QRS qui sont négatifs, hop, positif, négatif. Vous voyez là la petite boucle, le changement d'axe. Donc souvent, la torsade de pointe, c'est dans les contextes d'allongement du QT. Ça part toujours d'une extrasystole qui tombe dans la repolarisation sur l'onde T et ça part en torsade de pointe. C'est favorisé par l'hypokaliémie. Okay, donc il faut toujours recharger systématiquement en potassium et on met également du magnésium.
On enchaîne. Attendez, je vérifie parce que comme je suis pas très synchro. Ah oui, c'est ça. Donc je vous ai remis un tout petit point donc sur la TV, c'est ce que je vous ai expliqué. Donc c'est une taque irrégulière à QRS large. C'est plus souvent c'est le monomorphe. Les 3 signes à rechercher à votre niveau pour vraiment signer la TV, c'est ce que je vous ai dit, la dissociation, les complexes de capture, de fusion, en faveur de la TV, donc un QRS positif en AVR, la concordance des QRS et les 2 algorithmes que vous pouvez regarder, Veriké ou Brugada. Vous en choisissez un et vous faites celui-là. Bien sûr, c'est une urgence diagnostique et thérapeutique. Tout de suite, si c'est mal toléré, donc on choque. Sinon, on met de l'amiodarone en IV. La FV, donc j'ai vu qu'il y avait pas mal de personnes qui avaient mis FV. Attention, ça c'est un tracé qui est totalement anarchique. On ne reconnaît même pas les QRS. La FV, c'est une cause d'arrêt cardiaque. C'est le patient que vous voyez. Généralement, on n'a pas beaucoup de tracés, mais il faut regarder sur Internet parce qu'en fait, les patients, généralement, ils sont en arrêt cardiaque. Donc on débute la réanimation. Donc, c'est vraiment un tracé anarchique. Vous identifiez même pas les QRS. Voilà. Ok, on enchaîne. La 12. Donc, une patiente de 80 ans présente une syncope avec un BAV complet à l'électrocardiogramme. Elle ne prend aucun traitement. Quelles sont les 2 causes aiguës à rechercher? Endocardite. Observe, cardite, ouais, très bien. Il vous manque un A. Auricule, c'est un truc, donc... Donc, les 2 causes aiguës, je vois que quelqu'un m'a mis... Dégénératif, c'était pas aigu. Pardon, je cherche les mots. Attention au terme qu'on vous met dans les QCM. Ah non, c'est la réponse. Ok. Donc, très bien, vous avez trouvé donc, infarctus et trouble ionique. Toujours. Surtout l'hypercalémie. Ok. La deuxième, j'espère que vous n'avez pas vu la réponse. Donc une personne consulte aux urgences pour une syncope avec toujours un BAV complet à l'ECG. Aucune cause donc finalement connue n'a été retrouvée. Qu'est-ce qu'on peut lui proposer comme traitement à court terme et moyen terme? Donc là, globalement, vous êtes aux urgences, vous avez un BAV complet, donc un BAV 3. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce qu'on fait? Un BAV3, on appelle le cardio. Alors, vous êtes parti à fond sur l'endocardite là. Effectivement, c'est bien, l'endocardite, il faut y penser, ça peut induire les blocs quand ça touche le nœud. Mais en aigu et en termes de fréquence, on va plutôt sur l'infarctus et les troubles ioniques en première intention, si on va dire 2 causes. C'est rare quand même pour l'endocardite. C'est un truc fait par les professionnels. Alors, bêta-bloquant. Donc, il y a quelqu'un qui va ralentir en BAV complet. Déjà, BAV complet, si ça échappe au pire en ventriculaire, on est à 20-40 par minute. Si vous mettez un bêta-bloquant, vous allez tuer la patiente. Holter, donc en aigu, enfin Holter, on sait déjà qu'elle a un BAV. Pourquoi on irait faire? Qu'est-ce qu'il va faire un Holter? Adrénaline.
Mono, arrête des traitements, très bien, ça faut bien sûr arrêter toujours les traitements bradycardisants. Sonde d'électro-entraînement, très bien. Qu'est-ce que je vois d'autre? Atropine et isoprénaline, très bien. Donc si on est aux urgences, que c'est mal toléré, que mon patient n'est pas perfusé, ce qu'on peut faire, c'est l'électro-entraîner tout de suite en externe, en lui mettant les patchs de défibrillateur. Et sur le défibrillateur, il y a un mode électro-entraînement externe. Par exemple, en préhospitalier aussi, on peut faire ça. Donc ça va délivrer un choc de faible intensité pour électro-entraîner le patient. Ça fait un peu mal. Donc souvent, on les sédate un petit peu, le temps de pouvoir mettre une voix et réfléchir. Donc ça, on peut l'électro-entraîner. Peut-être choc électrique externe, je ne sais pas, c'était peut-être ton idée derrière ça. Mais oui, on peut faire ça. Si on a une voix, si c'est un BAV, si on a un doute sur un BAV complet, on peut faire, donc là je vois que quelqu'un a mis de l'atropine. Attention, l'atropine sur les BAV complets, ça va bloquer et en fait, ça peut provoquer un échappement encore plus bas. Donc, si on est sûr qu'on a un BAV complet, on est en infranodal, mais classiquement on ne mettra pas d'atropine parce que ça peut faire l'échappement encore plus bas. Mais on met de l'isoprénaline, ok, pour accélérer la fréquence, pour l'excitabilité sinusale, pour accélérer le rythme. Okay. Si ça ne répond pas, toujours un peu dans l'urgence, là on pourra dans un second temps mettre une sonde d'électro-entraînement endocavitaire. Donc ça c'est comme un KTC, sauf qu'on descend jusqu'à l'OD et on va mettre une sonde d'électro-entraînement à ce niveau-là. On passe dans le VD. Ça se fait sous scopie et sous échographie. Donc ça, c'est quand même plus long. Il faut être en asepsie, etc. Donc en urgence, les patchs du scope si vraiment vous n'avez rien. Isoprénaline, atropine si on a un doute et qu'on veut juste accélérer un peu, mais bon, tout de suite isoprénaline. Attendez. Tac, tac, tac. Et oui, bien sûr, après, au décours, ce sera un pacemaker. Ok. Ça va? Super. Je vais vous faire encore un petit peu travailler. Hop, sur cette ECG. Ah non. Ça s'appelle comment ça? C'est un 3 là. C'est un 3. Ou un BSA. En tout cas, c'est un 3. C'est un BSA. C'est très technique ce que tu me dis. Je m'en vais. C'est pas ça. Ok. Je vois que j'ai quand même pas mal de réponses. Donc effectivement, il y en a beaucoup qui l'ont trouvé. Donc c'est un BAV2 MOBITS 1. Alors, pourquoi? Donc, on va se mettre sur le D2 long, comme ça on va bien voir. Un petit peu de silence. On va se mettre sur le D2 long, comme ça on va bien voir. Ici, vous êtes d'accord, j'ai mon P. D'accord. On regarde quoi? Donc on regarde mon intervalle ici,
qui s'allonge, puis qui bloque. Ici, on la avance. Ici, on la voit bien longue. Puis ça recommence. Hop. Là, ça s'allonge, ça s'allonge, ça s'allonge, ça s'allonge, ça s'allonge encore plus. Et là, elle est dans le long T, en fait. Et ça bloque. Tout le monde le voit. Ok. Allez. Ouais, on est sur les BAV, mais lequel? Le 3, ouais. Ouais, c'est facile celui-là. Donc BAV 3, on reprend. Donc du coup, j'ai mon nom P, donc ma dépolarisation de mes oreillettes, qui est régulière. Hop, hop. Qui est régulière, qui bat son rythme en fait, et j'ai mes QRS. Bon là on n'en a pas plusieurs, mais en tout cas qui bat leur propre rythme, qui sont réguliers. Aussi, donc c'est une dissociation entre l'activité atriale et nos ventricules. Donc il y a eu un échappement plus bas, là qui est un échappement ventriculaire. Les QRS ils sont larges et la fréquence cardiaque elle est très basse. Hop, allez. Moi, c'est. Je comprends. Péricardite, non. On est sur le... Là, vous n'avez pas beaucoup de dérivations, donc pour trancher péricardite, c'est compliqué. Il n'y a pas d'autres signes, il n'y a pas de sous-ducalage du PQ, il n'y a pas de microvoltage, pas trop. Myocardite, alors sur un ECG encore moins, parce que on a myocardite, je rappelle, il y a une nécrose cellulaire du myocarde, donc il y a une troponine qui est élevée. Effectivement, il y a un sus-décalage QT, je pense que tu as voulu dire segment ST plutôt. Donc sus-décalage ST, ouais. Et BAV 2 pour 1, j'aime beaucoup cette réponse, plus que BAV2 ou BIT2, parce que des fois, vous savez, on ne peut pas faire la différence entre le BAV2 MOBIT 1 ou BAV2 MOBIT 2 quand il y a une conduction 2 pour 1. Donc là, on a un BAV 2 pour 1. On a une activité atriale ici, une activité atriale ici, ça bloque. On reprend une activité atriale ici, une activité atriale ici, avec un PR qu'on voit bien qui est fixe, ok. Avec, donc on a bien 2 ondes P pour 1 QRS, 2 pour 1, 3 pour 1, le 2 pour 1, le premier c'est toujours l'activité atriale et le deuxième c'est toujours les QRS, hein, l'activité ventriculaire. Okay. Donc 2 pour 1, et c'était, comme on avait dit, les deux causes à rechercher dans le cas de BAV les plus fréquentes, ischémique et troubles ioniques. Là, on était dans un contexte ischémique, une patiente, c'était la semaine dernière. Je l'ai pris pour vous. Ok. On continue rapidement, il reste deux ECG, je crois. Facile. Bloc de branche gauche, ouais, très bien. La prof. Donc pourquoi bloc de branche gauche?
je sais. Qui veut me dire? BDBG. C'est un BDBG. Ouais. Non. Où? C'est un Et branche gauche. Oui, je suis d'accord. Ouais. C'est négatif. Oui, désolée, j'ai pas mis les dérivations sur le côté. Ok. Et quoi d'autre? Qu'est-ce qui nous oriente Négatif en bien. Ouais. Donc quand c'est large, c'est à partir de combien? 120. Et dans ces cas-là, on parle de bloc complet. Ok. Qu'est-ce qui vous... Donc il y a l'aspect en petit thème. Exactement. Il y a autre chose qu'on regarde aussi. Ouais. Ouais, exactement. Perte de long cul. En inférieur, on le voit bien. Et l'aspect aussi en QS. Dans quel territoire? Quel endroit? Le casque audio. L'aspect QS en D1, vous dites D1? En V1, ouais. V1, V2, ouais. On va revoir aussi. Ok. Et là. Ouais, c'est facile ça. Donc ouais, bloc de branche droit, très bien. Il y a un des troubles de la repolarisation attendu dans les blocs, les ondes T négatives en regard du bloc, donc c'est pas un infarctus. Ok. J'arrête l'écho. Alors, tac, ça on a fait. Ah oui, le dernier, désolé. Après, on va revoir un peu la conduction. Abdel, il doit repasser quoi? C'est dur, mais là. Oh là là. Alors, c'est chaud. Du coup, il y a 9 collèges avec ces Les gens. 9. C'est quel chiffre? Dysfonction sinusale, ouais, tout à fait. C'est un bloc sino-atrial de type 3. Donc, je vous ai remis un peu de physio, vu que c'est loin pour certains. Donc, comme on a vu, toujours pareil, donc il y a le nœud sinusal qui se trouve dans le toit de l'oreillette droite, okay, qui va dépolariser nos oreillettes. Classiquement, il y a 3 voies de conduction ici, mais voilà. Ça arrive au niveau du nœud. Okay. Ça passe par notre faisceau de His. Puis après, on a notre branche droite, notre branche gauche, avec la branche antérieure gauche, et la branche postérieure gauche. D'accord ? Qu'est-ce qui se passe? Donc, quand ça dépolarise, on a initialement donc, un P qui est la dépolarisation de nos oreillettes. L'espace PR, donc quand on arrive au niveau entre le nœud sinusal et notre nœud AV. Faisceau de His, on arrive à la dépolarisation de nos ventricules. Et l'onde T, c'est la repolarisation des ventricules par les cellules de Purkinje. Okay. Notre électrocardiogramme, on comprend bien que dans un premier temps, quand on a un bloc, par exemple, de branche droit, okay, on va avoir toute notre dépolarisation qui va passer par notre branche gauche, d'accord, et qui après va revenir dans un second temps. Bon, là, ils ont fait l'autre bloc, mais qui va revenir dans un second temps après vers notre ventricule droit. Okay. Donc c'est pour ça que
on aura à droite, dans l'ordre d'un branche de branche droit, un aspect R', parce qu'il y a le R' qui va revenir lié à la dépolarisation secondaire vers le VD après. D'accord? À gauche, c'est la même chose. Si on est bloqué à gauche, toute la dépolarisation, elle va se faire à droite. D'accord? Et après, ça va revenir vers la gauche. Donc, on a l'aspect en M à gauche. OK? Et cette onde S à droite, quand ça arrive, c'est très négatif parce qu'il y a beaucoup d'un flux, tout passe vers la droite. D'accord? C'est ça qu'on a l'aspect QS très prononcé dans le bloc de branche gauche dans le territoire droit. Voilà, ça c'est à bien comprendre, se refaire le petit schéma. Vous vous rappelez avec quand l'influx vient vers les électrodes, c'est positif. Quand il s'en éloigne, c'est négatif. Une fois que vous avez bien compris ça, que vous avez bien ce schéma en tête, et la position des électrodes, V1, V2, V3, V4, V5, V6, c'est assez logique. Si jamais, vous pouvez me voir à la fin s'il y a des choses qui vous perturbent. Donc voilà, je vous ai remis aussi le petit schéma dont on parlait. Donc il y a notre nœud sinusal qui dépolarise au niveau du nœud AV. Donc on a une dysfonction sinusale quand on a une perte de notre nœud sinusal. Okay. On va parler de bloc sino-atrial. Le blocage, il se fait à ce niveau-là, au niveau de notre nœud. Okay. On aura les BAV quand on aura un blocage au niveau du nœud atrio-ventriculaire. Et si ces blocages, ils sont, donc là on parle de BAV nodal, pardon, donc BAV de type 1 ou BAV de type 2 Mobitz 1. Et on parlera de BAV infranodal quand le blocage va se faire plus bas, notamment au niveau du faisceau de His. Par exemple, le BAV 2 Mobitz 2 ou le BAV 3. Il n'y a plus rien qui passe. On a un relais, heureusement. Par exemple, BAV 3, c'est un blocage total. Il n'y a pas d'alternance. Ça bloque totalement en dessous du nœud. On a des foyers de relais. Si c'est un relais ventriculaire, on sera aux alentours de 40-20 par minute. Si c'est un relais au niveau hissien, 45-35. Si c'est un relais nodal, plutôt 60-40. Aussi en fonction de la fréquence, on sait où on a pris le relais. Et aussi si c'est des QRS larges ou pas. Si c'est large, ça va être un relais aussi au niveau ventriculaire. Voilà. Et après les hémiblocs, si jamais on a une rupture de la l'hémibranche droite, pardon, de l'hémibranche droit au niveau de la branche gauche, on parle d'hémibloc. S'il y a la branche droite d'hémibranche, on se remet là si vous voulez. S'il y a l'hémibranche antérieure de la branche gauche, pardon, qui est bloquée, qu'est-ce qu'on aura? Ouais, comment ça s'appelle? Un hémibloc antérieur gauche, voilà. Et si on a la branche gauche qui est bloquée, super, on va revoir ensemble. C'est pour voir si vous suivez ou pas. Ok. Allez, donc du coup, première étape, si c'est bloqué, s'il y a un blocage entre le nœud sinusal jusqu'au nœud atrio-ventriculaire, on parle de BSA, ok, donc de bloc sino-atrial. En premier, donc c'est là où après il faut bien suivre avec ce petit schéma, c'est ici que c'est bloqué. Donc en fait, c'est ma conduction entre mon nœud sinusal et mon nœud AV. Donc, type 1, il y a juste un allongement. Donc, on ne va pas le voir sur l'électrocardiogramme parce que le nœud sinusal, on ne le voit pas sur l'électrocardiogramme. Ok ? Mais par contre, on va voir qu'il y aura un allongement du temps entre le délai entre le nœud sinusal et le nœud AV. Ok ? Donc, qu'est-ce qu'on voit ? Ça, ce temps, il est fixe, mais là, je vois que mon onde P, elle met plus... Pardon, ce temps, il s'allonge.
de façon régulière. Mais ça ne se voit pas sur l'électro. La deuxième raison, c'est que mon temps, il s'allonge progressivement. Vous voyez, en rouge, mes flèches sont fixes. Et là, ma dépolarisation des oreillettes, elle s'allonge. Donc ça veut dire qu'il y a eu un temps plus long progressivement, jusqu'à un blocage. C'est clair? On voit bien là, les flèches, elles sont fixes, mais par contre, au niveau de mon oreillette, là, mon nom de P, vous voyez, c'est de plus en plus long. Donc ça, c'est en miroir des BAV2, donc ça, c'est le BSA 2 type 1. Un cycle. Pour le BSA 1, tu ne le vois pas sur l'électro. Pour le BSA 2, c'est un cycle entre l'intervalle RR, un cycle cardiaque. Bon, ok. Le BSA 2 pour 2, donc c'est pareil que le Mobis 2 type 2, c'est fixe et puis ça bloque. Là, on a un blocage, on n'a pas d'onde P, on n'a pas de QRS, il y a eu un blocage fixe et après ça bloque. Ça peut être aussi intermittent. Et le 3, bah, tout simplement, il n'y a plus. Le nœud sinusal ne fonctionne plus, on a une dysfonction de notre nœud. Donc là, on ne voit plus d'onde P. Il peut y avoir, dans certains cas, une onde P rétrograde. Ok, après donc les troubles de conduction atrioventriculaire. Donc là, on n'est plus au niveau de notre nœud sinusal, on est au niveau de notre nœud AV. Donc, comme je vous l'ai dit, bien différencier tout ce qui est nodal ou supraïtien, on dira ça comme ça, qui sont bénins, enfin en tout cas qui ne sont pas létales, du bloc infraïtien, qui aura lieu en dessous de notre nœud. D'accord? Ça, c'est un pronostic plus péjoratif. Donc, les blocs supraïtiens, qui sont au-dessus du faisceau de His, qui sont nodales, soit on a notre nœud AV qui fonctionne mal, voilà, de façon schématique, donc qui sera ralenti. Donc l'intervalle PR il va être allongé, supérieur à 200, de façon constante. Il n'y aura pas de onde P bloquée, c'est juste notre nœud qui est un peu fatigué. Voilà. Il ralentit, la conduction elle est ralentie. Donc l'intervalle PR il s'allonge. Le 2 Mobis 1, là il est ralenti par intermittence, on peut se dire ça comme ça. Donc ça s'allonge progressivement, et puis tout d'un coup il ne fonctionne plus, ça se bloque. Ok, donc ça s'allonge, puis tout d'un coup, il n'y a plus rien qui passe, on ne peut bloquer. La conduction, elle se fait plus, ça passe plus. Le nœud, il ne fonctionne plus, il arrête tout. Ok. Le BAV2, Mobis 2, donc là, il y a un blocage intermittent, donc les PR, il est fixe. Donc, ça fonctionne, et tout d'un coup, ça ne fonctionne plus. C'est plus je suis fatiguée, je m'allonge, le temps s'allonge, je suis fatiguée, l'espace PR, il est ralenti. C'est juste, ça bloque tout d'un coup. Donc le PR, il est fixe. Ok. Ça, il faut faire attention parce que le BAV2, Mobis 2, quand c'est du 2 pour 1, on ne peut pas savoir si c'est un PR qui s'est allongé et qui tout d'un coup a bloqué ou si c'est un BAV2, Mobis 2. Donc on parle plutôt de BAV2 pour 1 quand la conduction elle est 2 pour 1. Pour savoir, il faudra faire un texte d'électrophysiologie. BAV3, donc on en a parlé. Là, le nœud, il ne fonctionne pas du tout. Il n'y a rien qui passe. Donc j'ai mes oreillettes. Mon nœud sinusal, il fonctionne. Donc lui, il dépolarise mes oreillettes, continue à son propre rythme, mais par contre, ça ne passe pas au niveau du nœud. Donc qu'est-ce qui se passe? On est bien fait. On a des foyers d'automaticité qui prennent le relais, soit jonctionnel, soit même ischien, soit ventriculaire. Ok? Voilà, donc le RR il est fixe, le PP il est constant, et donc du coup ça fera des PR aléatoires. On parle de dissociation atrioventriculaire.
Voilà. Ça va, ça? Les blocs, donc on a dit, complet ou incomplet. Donc, complet, donc quand c'est plus de 120 millisecondes, qui signe donc un blocage complet au niveau d'une des branches. Tout d'un coup, ça passe plus, alors qu'avant, c'était ralenti, la blanche, elle était afonctionnelle. Là, maintenant, c'est que ça passe plus du tout, elle est bloquée. Donc, on a vu l'aspect QS ou RS en V1 pour nos blocs de branche gauche et l'aspect RR' dans les territoires latéral bas. D'accord ? Il y a un sous-décalage qui est normal lié au bloc de branche gauche ou une onde T négative, mais il y a toujours notre discordance. QRS positif, onde T négatif, c'est discordant, ça ne nous inquiète pas. Pour le bloc de branche gauche, c'est jamais bénin. Okay, donc il faut toujours se dire pourquoi mon patient il a un bloc de branche gauche. On peut voir un bloc d'infarctus, des blocs de branche gauche, mais en aigu, il y a des critères qui sont clairement identifiés. Je ne crois pas qu'ils en parlent dans vos collèges, mais pour votre savoir, c'est les critères de Scarbosa qui vont nous dire si le bloc de branche gauche cache une ischémie ou pas. Quand par exemple il y a une perte de la discordance, quand le QRS est par exemple positif et qu'on a une montée positive, ça c'est pas normal aussi. Bon voilà, petite aparté. Les blocs de branche droit par contre, ça peut être bénin, pas de problème. Donc on a l'aspect R', donc pareil, c'est bloqué à droite, donc j'ai mon flux qui revient vers la droite, donc ça refait à droite, ça vient vers la droite, c'est vrai que ça refait une onde R positive avec l'aspect RS'. Et RS en V6, avec surtout une onde S traînante, parce que du coup c'est lié au blocage, donc ça traîne sur les dérivations postérieures, l'influx il est plus long. Parce qu'on est revenu vers la droite, je ne sais pas si c'est clair ça. Vu que c'est bloqué à droite, quand ça revient vers la droite, dans mes dérivations postérieures, mon S elle est plus longue parce que dans la dépolarisation elle est revenue vers la droite. C'est ça qu'on a une onde S un peu large, traînante. Voilà. Ça va, je vous ai pas perdu. Ok. On va terminer pour les syncopes, puis on n'a plus non plus pour très très longtemps. Ouais. Bloc de branche droit, branche de branche gauche, tu parles de quoi? Excuse-moi, je comprends pas ta question. Oui. Parce que du coup, il faut bien comprendre que là, t'es en V1, V2, tu es d'accord avec moi, c'est localisé vers la droite au niveau de tes dérivations. Quand tu as un bloc de branche droit, ton onde elle est bloquée. Donc tu vas avoir un QRS et ta dépolarisation à droite, elle va partir de la gauche parce que c'est la branche gauche qui est fonctionnelle. Donc quand elle va dépolariser le ventricule de gauche à droite. Donc ça va revenir vers la droite. Donc tu auras une grande onde R' à droite. C'est pour ça que tu as l'aspect R'. Par contre, qu'est-ce qui se passe au même moment? Le CG, c'est tout au même moment. Qu'est-ce qui se passe sur tes dérivations antérolatérales qui sont gauche? Du coup, tu vas avoir une onde qui va repartir vers tes ventricules à droite. Donc c'est pour ça, cette onde qui repart de tes ventricules vers la droite, elle va s'éloigner de tes dérivations gauche, V5, V6. Elle va repolariser le ventricule à droite. Donc on aura une onde S qui va être un peu plus large, un peu plus traînante par rapport à la normale. J'ai répondu à ta question. Passer à gauche. Là, V5, V6, c'est à gauche. Bloc de branche gauche. Tu as l'aspect du coup à droite.
tu as l'aspect QS lié justement à ça. Tu auras une grande onde S quand tu regardes à droite. Parce que à gauche, on se remet sur ce schéma, tu as ta branche droite et tu as ta branche gauche. Si ça bloque à gauche, le total, là, le schéma n'est pas hyper bien fait, mais tout va se dépolariser par la droite et après ça va revenir vers la gauche. Donc du coup, quand tu regardes tes dérivations à gauche, même physiopathologie que le bloc de branche droite, tu auras l'aspect M, enfin R', mais à gauche. Et donc du coup, à droite, qu'est-ce qui se passe? Tu vas avoir une grande onde S sur tes dérivations droites. Parce que V1, en V1, V2, parce que V1, V2, vous savez, V1 c'est sur la paroi latérale, mais le V2 il est un peu sur le septum. Donc en fait ça va faire surtout une grande onde S parce que ça va partir vers la gauche parce que le ventricule gauche il est beaucoup plus important que le ventricule droit. Donc c'est sa dépolarisation à lui qu'on va voir. Donc on va voir l'influx partir vers la gauche de façon très importante. J'ai remis un petit schéma. Attendez. Ah non, j'ai changé de PDF. J'avais remis un petit schéma avec les électrodes. Peut-être que ce serait mieux que je mette les électrodes la prochaine fois. Parce que en gros, V1 est là, V2 est là. Tu vois. Donc en fait, quand ça passe par là et que ça va repolariser notre ventricule gauche, on va avoir un QS avec un S très marqué. Lié aussi au fait que le ventricule gauche, vous voyez, en taille, est beaucoup plus large, beaucoup plus épais que le ventricule droit. Donc en fait, il aura une dépolarisation beaucoup plus importante. Donc en V1, V2, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir surtout en fait cet aspect d'onde S très profond. Comme ça. Ok. Pardon? Pourquoi il y a un sous-décalage? Non, il n'y a pas d'ischémie, mais l'onde T, c'est un trouble de la repolarisation. Okay, c'est la repolarisation et c'est médié sur la repolarisation. Il faut toujours dire dans sa tête aussi potassium, lié à l'hyperkaliémie, parce que c'est la sortie. Donc potassium, moi je vais refaire un petit truc à la folie, mais c'est la sortie de potassium de la cellule qui crée la repolarisation pour que notre cellule elle redevienne négative. Là, dans le bloc de branche gauche, on a un trouble au niveau de la repolarisation lié au bloc, tout simplement. Ça crée un trouble de la repolarisation, donc ça crée une onde T négative. Sous-décalage, oui, ça crée une onde T négative. Ça peut faire un aspect de sous-décalage parce qu'il y a un trouble de la repolarisation lié au bloc. Parce que tu vois, c'est pas normal. Il y a une petite partie qui a été déjà dépolarisée, comme il y a l'influx qui revient après, ça crée un trouble de la repolarisation, donc des ondes T négatives, ou un segment ST un petit peu sous-décalé comme ça, mais c'est ton onde T qui est négative. Lié au bloc. Pareil dans le bloc de branche droit. C'est lié à la repolarisation qui est altérée parce que ça n'emprunte pas les branches classiques en fait. Et c'est normal, hein, c'est attendu. Dans le bloc droit, tu as aussi une onde T négative en V1, V2. Liée, alors, sous-décalage, vous n'allez pas avoir le sous-décalage comme dans l'ischémie. Ce ne sera pas pareil. Ce ne sera pas prononcé, tu auras 1 mm s'il y en a un. Mais c'est en fait l'onde T, il faut la voir comme la repolarisation. Là, on comprend bien que notre conduction, elle est anormale. C'est médié que par une branche, donc il y a quand même une petite dépolarisation qui se fait entre nos myocytes, parce qu'il y a la dépolarisation via les cellules nodales et la dépolarisation des myocytes entre eux de conduction de proche en proche. Okay. C'est pour ça qu'on a des troubles de la repolarisation dans les blocs, parce que c'est altéré en fait.
Sus-décalage, non. Sous-décalage ou onde T négative dans les blocs de branche gauche. Sus-ST? D'accord. Non, classiquement, c'est des sous-décalages parce que c'est lié à une onde T négative en lien avec le bloc, avec le trouble de la repolarisation. Bon, je pense pas qu'on va vous embêter là-dessus non plus. Moi, j'en pense que... D'autres questions? Ouais, pas mal. Alors qu'on passe au syncope sur l'électro. Ok. Peut-être qu'il parlait sous décalage parce que c'est concomitant d'une ischémie, je sais pas. Concomitant. Oui, bah, je te crois. Moi, je le crois pas. Ouais, alors dans le bloc de branche gauche, dans le bloc de branche droit, on a un axe normal. Dans le bloc de branche gauche, on peut avoir un axe normal ou un axe gauche. Parce que le myocarde à gauche, il est beaucoup plus épais, beaucoup plus hypertrophique. Voilà, donc du coup, l'axe se déplace lié à l'hypertrophie. Je suis perturbé par ma scolarité. Je pense que c'est le bon moment. Quand? C'est bon. Moi, ça me fait plaisir qu'il pose autant de questions. Pardon? Ça se voit qu'il apprend beaucoup. Si c'est antidromique, c'est ça? Ah oui, c'est vrai que je vous ai pas. Je vais te remettre le schéma alors. Elle me fait plaisir, Max. Il apprend bien. Alors, classiquement, donc c'est orthodromique, ça veut dire orthodromique, c'est que ça passe par la voie classique et ça remonte vers le faisceau accessoire dans ce sens-là. D'accord? Antidromique, qu'est-ce qui va se passer dans les faisceaux accessoires? C'est que ça va emprunter, donc l'influx part du nœud sinusal, et en fait, ça va emprunter tout de suite le faisceau accessoire et ça va remonter vers le nœud sinusal, donc ça va dans l'autre sens, antidromique. Comment on fait la différence entre les deux? Vu que ça passe par le faisceau accessoire, notre QRS, là, il va être plus large parce qu'il va y avoir une dépolarisation de myocyte à myocyte, donc on aura le QRS large par rapport que si on était passé par la voie classique orthodromique. Pardon? Ouais, non, tu auras un QRS large. Et après, ça dépend de quel est ton faisceau accessoire. En fait, classiquement, il y a le faisceau de Keynes, mais il faut savoir qu'il y a plein de faisceaux accessoires différents, de localisation différentes. Donc l'aspect sera différent en fonction de leur localisation. Classiquement, là, il n'y aura pas de... Ce sera un aspect plutôt... Par exemple, s'il est ici, tu auras un aspect plutôt type gauche, tu vois, parce que du coup, tu auras la dépolarisation qui va se faire dans le ventricule gauche, un peu comme un bloc, et donc du coup, qui va remonter par ta voie classique. Ce sera plutôt cet aspect-là. L'onde delta, tu le verras que quand c'est sinusal et quand tu n'auras pas de phénomène de ré-rentrée, parce que du coup, c'est la fusion de ton QRS normal et d'hyperexcitation, parce qu'il y a eu une première dépolarisation dans le myocarde lié au faisceau accessoire. Là, ça passe par le faisceau accessoire, donc c'est large. Et après, ça remonte. Bah, c'est sur cet aspect-là, mais c'est très rare, hein, c'est 5%. Et après, il faut s'assurer aussi que la patiente de base, elle n'est pas un bloc, ou le patient qui n'est pas un bloc, etc. C'est très dur de savoir sur l'électro. C'est surtout l'électrophysiologique, les tests qui vont nous permettre de trancher. Non, j'ai jamais vu. Mais c'est pas voilà. Dans son cerveau, je pense. Adrien
Non, sur les fusées. On avait 2 heures. Ça va très lentement. Ok. Mais je pense qu'en cours, ça doit aller vite. Ah, on finira peut-être un petit peu en avance. Alors, on va passer à la syncope. C'est parti. Donc, on commence par la perte de connaissance. Donc, perte de connaissance brève. Donc, état par définition, c'est un état réel ou apparent de perte de conscience, amnésie de cette période, avec une perte du contrôle, de la motricité et de la réactivité. Ça, c'est la définition d'une perte de connaissance brève. La syncope est une perte de connaissance brève. Ok. Les autres étiologies de perte de connaissance brève, donc soit dans le cadre d'un traumatisme, d'une chute, ok, une personne âgée, elle a un traumatisme, une chute, elle a une perte de connaissance brève, liée à un saignement intracrânien, liée à autre chose. On peut avoir une perte de connaissance brève liée à de l'hypoglycémie, à de l'épilepsie, à de l'AVC, intoxication, etc., ou même psychogène. Par contre, on parle de syncope quand cette perte de connaissance est brève est liée à une hypoperfusion cérébrale, ok, souvent du coup sur un bas débit cardiaque. Du coup, cette perte, cette hypoperfusion, il faut qu'elle soit début et fin rapide. Bref, c'est court et au décours, il y a une récupération complète. D'accord ? Ça, c'est dans la perte de connaissance brève, dite syncopale. Syncopale, c'est court, bref, rapide, récupération complète. On peut avoir des prodromes ou l'hypothémie, mais sans perte de connaissance. Okay. On parle aussi de syncope, on peut parler aussi de à l'emporte-pièce. Okay, parce que c'est bref, c'est début, c'est rapide. Et on récupère instantanément. Il faut bien comprendre qu'il y a 3 causes de syncope en cardiologie. La première, c'est la réflexe. On va en parler. La deuxième syncope, c'est la syncope liée à l'hypotension orthostatique. Et la troisième syncope, c'est les syncopes d'origine cardiaque. Ok ? Ça, c'est un peu des termes sémiologiques, c'est un peu chiant. Mais je pense que c'est très important à comprendre. Dans quel cadre on parle d'une syncope, dans quel cadre on parle d'une perte de connaissance, ok, et que la syncope est une perte de connaissance brève. Ok. Je vais peut-être vous mettre ça dans un premier temps. Donc du coup, les 3 types de syncope, on a. Donc tout d'abord, la syncope dite réflexe. Donc en fait, cette syncope réflexe, ce sera une activation de notre système parasympathique. Okay. Donc on aura une activation de notre nerf vagal, on aura une activation du système parasympathique ou une inhibition cardiaque qui provoquera une bradycardie. Okay. Ou ça peut être les deux, ça peut être mixte. Quelles sont les causes de syncope réflexe, donc dite parasympathique? Donc on parle de syncope vasovagale quand on a une activation de notre réflexe de notre système parasympathique qui peuvent être liées soit à des situations, ok, par exemple la miction, la toux ou après l'exercice, ou bien quelque chose de vagal lié au stress, à la peur, à la douleur. Okay. On aura aussi une syncope réflexe, je répète, par activation du système parasympathique lorsqu'on a une hypersensibilité au niveau du sinus carotidien. Okay. C'est pour ça qu'on fera des massages carotidiens dans les syncopes pour vérifier qu'il n'y ait pas une hypersensibilité sino-carotidienne qui reproduise les symptômes. Après, on peut les classer aussi quand on n'a retrouvé aucune étiologie, on peut les mettre dans la case syncope réflexe, toutes les syncopes un peu atypiques. Après, on a les syncopes ici en jaune, liées par l'hypotension orthostatique. Donc ça va être lié soit à une diminution de nos résistances ou un bas débit cardiaque. D'accord ? Donc, on peut avoir une vasodilatation qui provoquera donc
un bas débit cardiaque avec les vasodilatations périphériques. On peut obtenir des vasodilatations périphériques quand on a un excès, quand on a des troubles, excusez-moi, quand on a des troubles du retour veineux, excusez-moi, j'arrive pas à parler à cette heure-ci. Quand on a une accumulation au niveau de notre retour veineux, donc on a une stagnation de notre système de la circulation veineuse, ça peut créer du coup un bas débit et créer de l'hypotension orthostatique. C'est pour ça que par exemple dans les traitements, c'est de mettre des bas de contention. On peut avoir donc des vasodilatations qui peuvent être liées soit à des traitements qui activent le système, soit à des lésions en elles-mêmes du système nerveux autonome. Soit c'est des traitements qui activent le système nerveux autonome, soit on a des lésions en elles-mêmes de notre système nerveux autonome, par exemple dans Parkinson, dans l'amylose, dans toutes des pathologies de dépôt. D'accord ? Donc on a primaire quand c'est une défaillance en elle-même au niveau du nerf, et secondaire quand c'est lié à une pathologie, par exemple l'amylose, avec l'accumulation de dépôts. Donc voilà, donc l'hypotension orthostatique. Et enfin, ce qui nous fait toujours peur, l'étiologie cardiaque qui provoquera un bas débit. Donc par exemple dans les arythmies, dans une dysfonction VG, dans des PAV, voilà, dans des cardiopathies congénitales. Ce que je vous avais dit, voilà, dans des bradycardies, des tachyes ou toutes les anomalies structurelles. Dissection, voilà. Qu'est-ce qu'on fait du coup ? Comment on va savoir ? Il faut faire un interrogatoire très minutieux. Comme on a vu, il faut essayer de voir si par exemple, comme dans la syncope réflexe, il y a un contexte, la patiente elle a vu du sang, à la réaction situationnelle, activation du système nerveux autonome, syncope. Voilà, ça nous quitte. Donc vraiment un interrogatoire minutieux sur le contexte de la syncope. Qu'est-ce qu'elle était en train de faire? Est-ce qu'elle avait peur? Est-ce que c'était un postprandial ou si on a une activation du système? Est-ce qu'elle était restée debout longtemps? Est-ce que c'était dans un contexte de déshydratation, plutôt hypotension orthostatique? Est-ce que c'était pendant la selle? Est-ce que c'était après l'effort? S'il y a des antécédents personnels et familiaux, là ça va être plutôt pour tout ce qui est d'origine cardiaque. Est-ce qu'il y a des cardiopathies congénitales? Est-ce qu'elle-même elle a des problèmes de santé? Si la patiente elle a une cardiopathie ischémique avec une FE à 20%, on s'inquiète un peu plus si elle fait une syncope. Si à l'examen on a un souffle de rétrécissement aortique, on s'inquiète un peu plus si elle fait une syncope parce que ça peut être lié au bas débit, lié au rétrécissement aortique par exemple. Ces traitements, comme on a vu, attention à l'hypotension orthostatique, tous les traitements vasodilatateurs, notamment chez les personnes âgées. Donc on fera systématiquement, lors d'une syncope, un ECG, pour éliminer les causes cardiaques. Est-ce que notre patiente elle a un WOF Parkinson-White, par exemple, si on voit une onde delta, un PR court? On fera une prise de sang, pareil, pour voir s'il y a en fonction du contexte, après vous cocherez s'il y a des vomissements, des diarrhées, on va faire une prise de sang. Est-ce que la patiente est déshydratée? Si on a éliminé toutes les autres causes, ça peut être une syncope sur l'hypotension liée à la déshydratation. On fera une échographie cardiaque, pareil, pour être sûr qu'il n'y ait pas de pathologie cardiaque. Finalement, il y a un cœur pulmonaire aigu. Finalement, il y a une fraction d'éjection altérée. Voilà, pour être sûr. Dans le bilan de syncope, quand on est sur une syncope, ouais. Après, c'est au cas par cas. Par exemple, si c'est une jeune de 20 ans qui a fait une syncope vagale, on ne va pas faire systématiquement une ETT. Après, tu as des critères de risque avec des facteurs de risque en fonction du contexte, des antécédents. On élargit plus ou moins l'examen. De façon systématique, par contre, test d'hypotension orthostatique, ça normalement, vous en faites pas mal en stage. Donc 0, 1 minute et 3 minutes. On parle d'hypotension orthostatique. Là, j'en profite un moment sur les Google Club. Il y a quelqu'un qui m'avait mis hypotension orthostatique. Donc, c'est quoi? Le test, c'est quand on a une diminution de 20 mm de mercure au niveau de la pression artérielle systolique ou de 10 mm de mercure au niveau de la pression artérielle
diastolique à 1 ou 3 minutes après s'être levé, d'accord, ou une pression artérielle inférieure à 90. Point. Même si ça ne reproduit pas les symptômes, d'accord, ça peut reproduire les symptômes, mais si on a une baisse de 20 sans symptômes, c'est quand même de l'hypotension orthostatique. Okay. Et si par contre c'est inférieur à 90, il faut qu'il y ait les symptômes. Pardon, je ne sais pas dire clair. Pour les baisses de 20 ou 10, avec ou sans symptômes, on s'en fiche. Par contre, 90, il faut qu'il y ait les symptômes. Okay. Parce que de toute façon, le massage sino-carotidien, est-ce que vous savez comment on fait un massage sino-carotidien? Quelqu'un veut nous dire, nous expliquer? Ouais. Les sinus, ouais. Comment tu le fais? Comme ça, t'es dans quelles conditions? Dis-nous tes conditions. T'es où? Monsieur, ne s'inquiétez pas, ça va bien se passer. Je suis un masseur professionnel. Ah oui. Ouais, oui, c'est sûr, faut pas le faire debout. Attention, on est bien. Ouais. Combien de temps? Ouais, ça a marché le bluff. Ok. Il a du hasard. Quelqu'un prendrait d'autres précautions ou pas? Ceux qui sont passés, je sais pas si je vois des externes de cardio. Moi, je lui demande si il échapouille. Non, AVC. Très important. Ouais. AVC. Ok. Contre-indication. Ouais, pourquoi? Parce qu'il y a un risque, ouais, Embolie. de rupture de plaque. Ouais. Qui pourrait après emboliser, ok. Une autre précaution. Donc on s'assure qu'elle n'a pas fait d'AVC. Et je complète, on vérifie qu'il n'y ait pas de souffle au niveau des carotides. Ouais, c'est ça. Ouais. Souffle, pour pas vérifier qu'il n'y ait pas d'athérome, pour pas décoller de plaque en masse. Un dernier petit truc qu'on fait. Donc la patiente est allongée et scopée. D'accord? Parce que qu'est-ce que ça va faire, le massage sino-carotidien? Ouais, ça va ralentir. Ouais, ça va freiner au niveau du nez. Du coup, ça va ralentir et on peut avoir une pause. Donc, si la patiente, elle reste en pause plus de 6 secondes, c'est un arrêt, quoi. Il faut quand même... c'est là une hypersensibilité en plus. Donc, il faut toujours le faire scoper avec de l'atropine, pour que la patiente soit perfusée. Et si besoin, avec de l'atropine à côté, 0,5 mg pour injecter au cas où la pause est un peu trop longue et qu'elle perd connaissance, quoi. Ok. Donc ça aussi, c'est toujours très important. Donc effectivement, on met le cou en hyperextension. On repère ici donc, la ligne centrale au niveau du cartilage thyroïde. On se met à côté, à peu près au niveau de l'angle de la mâchoire, et on va sentir la pulsation de notre carotide. Ok? Tout le monde la sent, je vois qu'il y en a qui le font. Ok? Et on se met à cette région-là. On sera au niveau du sinus carotidien. Et on fait un côté, puis l'autre. Ok? Voilà. Et pendant au moins 5 secondes. Ah oui, en plus, je vous l'avais mis là. Donc, supérieur à 40 ans, sous monitoring du rythme et de la pression. Donc, l'opérateur appuie sur le sinus 5 à 10 secondes. Il faut donc on dit qu'il est positif, pardon, si on a une pause de plus de 3 secondes ou une pression artérielle qui chute de plus de 50 mm de mercure, avec reproduction des symptômes. Ça, du coup, ce serait une hypersensibilité. Le sinus carotidien serait en faveur d'une syncope réflexe par hypersensibilité du sinus carotidien. Fake. Voilà. Donc après, ça, c'est un peu l'exploration classique qu'on fait
en pratique courante. Dans certains cas, on peut aller jusqu'à faire un test d'électrophysiologie, mettre un holter quand vraiment on ne comprend pas un holter de longue durée, même à l'implanter, ou un petit test, mais ça franchement, on ne fait plus de nos jours. Je vous ai remis donc un peu j'ai synthétisé parce que c'est un peu imbuvable le collège. Donc syncope réflexe, ce sera surtout des personnes à peu près vers 40 ans. Donc on aura une activation de notre système parasympathique. Donc on peut avoir, donc ce sera lié généralement à un stimuli externe. Donc on peut avoir déclenché tout simplement par une odeur désagréable, de la douleur, une station debout prolongée pendant un repas, quand il fait trop chaud, qu'on est dans des endroits bondés, l'activation du système autonome, pâleur, sueur, chaleur, nausée, vomissement, vertige. Ok. Voilà. Pareil, ah oui, chez les hommes, souvent les hommes d'affaires, quand ils mettent leur cravate un peu trop serrée, tout ça, ça peut être aussi lié à une hypersensibilité du sinus carotidien, où l'homme, j'étais en train de me raser. Voilà, on va y penser. L'hypotension orthostatique, donc ce sera plutôt donc, lié à une spoliation, comme on l'a dit, du système veineux, lié à une dérégulation du système nerveux autonome. Donc là, ce sera plutôt quand on reste debout trop longtemps, parce qu'on a une accumulation de la volémie au niveau des membres inférieurs, créera un bas débit. Il y a des médicaments, une neuropathie connue ou pas chez les parkinsoniens. Et faire le test. Et la syncope cardiaque. Donc, par contre, la syncope cardiaque, il faut faire attention aux personnes qui vous disent j'étais en train de courir, par exemple, à l'effort, pendant l'effort, et là, elle a présenté une syncope. Ça, il faudra plutôt rechercher un trouble du rythme, etc. On en sera un petit peu plus inquiet. S'il y a eu des palpitations avant la syncope, pourquoi? Palpitations, ça nous évoque des troubles du rythme supraventriculaire, de la FA, etc. Donc ça fait plutôt penser à une cardiopathie arythmique. Donc on va plutôt penser à quelque chose de cardiaque. Il faut toujours demander, comme je vous ai dit, les antécédents, s'il y a des morts inexpliquées, les antécédents familiaux. Si la patiente elle a déjà un terrain cardiaque, là c'est sûr, on va plutôt y penser aussi. Et surtout l'ECG, ça par contre systématique. ECG syncope, vérifier qu'on n'ait pas des anomalies à l'électro. Je vous ai mis une liste non exhaustive, mais probablement des DAV, un Parkinson-White, un QT long, de la TV, de la TVAS. Après, c'est des choses un peu logiques qui nous orientent vers la syncope cardiaque. Voilà.